Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h19. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité en ce lundi matin est Joannick Martin. Il est délégué municipal du Parti Horizon à Saint-Brieuc. Et il est enfin arrivé au micro de la matinale après quelques retards routiers. On lui pardonnera bien volontiers. Bonjour. Bonjour. Alors nous allons dire un petit mot, Joannick Martin, de votre changement d'orientation politique. Vous allez nous en dire un petit peu plus, puisque la dernière fois que vous êtes venu ici, vous étiez vice-président du Parti Breton. Vous avez été au Parti Breton pendant 10 ans. Qu'est-ce qui vous a motivé à quitter le Parti Breton pour vous tourner vers Horizon ? Alors tout d'abord, mes convictions n'ont pas changé. Je suis toujours, depuis le début de mon engagement politique, très engagé pour l'Europe, pour la défense de la Bretagne et pour la défense de la démocratie. C'est vraiment les trois boussoles qui m'ont toujours guidé, et je retrouvais ça au Parti Breton, et je le retrouve également dans le Parti Horizon. C'est ce qui explique mon choix. Là, je veux avoir aussi une pensée tout d'abord pour le Parti Breton. J'ai eu l'occasion de le dire dans la presse il y a quelques semaines, au moment du changement. Voilà, c'est aussi des militants, des personnes qui m'ont accompagné, que j'ai accompagné. On a eu des expériences électorales ensemble, que évidemment c'est une page qui se tourne en partie. Peut-être qu'on pourra l'écrire d'une façon différente sur les échéances à venir. Mais voilà, je suis passé d'un parti de conviction qui est nécessaire pour la Bretagne, le Parti Breton, qui est un lanceur d'alerte, qui est là aussi pour porter des causes qui sont importantes pour les Bretons, à un parti qui pour moi me semble plus un parti d'action, qui est Horizon, qui a vocation à vraiment prendre plus de place dans l'action publique dans les très proches années à venir. Et aujourd'hui, j'avais besoin aussi d'agir pour la Bretagne à travers le Parti Horizon. Alors, le Parti Horizon, Édouard Philippe, qu'on voit se placer petit à petit, peut-être, voilà, pour la suite, on va pas anticiper, mais enfin, il y a quand même 2027. Il se prépare. Voilà, en ligne de mire. Mais pour l'instant, bien, nous en sommes aux élections européennes avec la campagne de Valérie Hayé, candidate de la majorité présidentielle, avec besoin d'Europe. Et on vous a vu tracter sur les marchés, rencontrer, alors essentiellement sur la région briochine, Saint-Brieuc, les futurs électeurs. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui, les électeurs, les électrices que vous croisez sur les marchés, dans les rues, dans les réunions publiques? Alors, hier, j'ai eu un témoignage très fort d'une personne assez âgée qui me disait qu'elle était de la génération où elle a vu l'Europe se faire et qu'elle connaissait les raisons pourquoi l'Europe s'est faite, pour la coopération, pour la paix, toutes ces choses-là. Et elle m'a dit, ne vous inquiétez pas, je vote Valérie Hayé parce que je n'ai pas envie que vous soyez, vous, la génération qui voit l'Europe se défaire. Et je pense que le vrai enjeu, il est là. Et des fois, des électeurs ou des passants qui nous disent non, on ne veut pas du projet d'Emmanuel Macron. Donc on voit qu'il y a des fois un petit rejet là-dessus, mais on est obligé de réexpliquer que les Européennes, l'enjeu, c'est pas un enjeu national au niveau de la France, c'est vraiment un enjeu européen, c'est un projet européen qu'il y a à défendre. Et là, si on ne choisit pas, si on ne fait pas les bons choix, il faut le redire, oui, il y a des dangers pour les années à venir, donc là, il faut faire vraiment le bon choix. Alors, on a entendu Emmanuel Macron lors de plusieurs interventions, et notamment lors de son discours à la Sorbonne, le fameux deuxième discours de la Sorbonne, dire attention, l'Europe peut mourir, l'Europe peut disparaître aujourd'hui. On le voit, il y a beaucoup d'inquiétudes avec la montée des populismes, entre autres en Europe. Est-ce que c'est quelque chose, là aussi, qui vous interpelle, j'ai posé la question à plusieurs invités ici, qui vous interpelle, qui vous inquiète plus largement? Sur la montée des populismes en Europe, je pense que on a vraiment un projet européen à construire pour vraiment peser dans l'échiquier mondial. Et effectivement, il y a un certain nombre de problèmes à régler aujourd'hui en Europe si on veut pas que l'Europe, justement, l'Union européenne se disloque en fait à cause de nos problèmes internes. Donc il faut absolument écouter, prendre en compte ces problèmes internes à l'Europe et pouvoir y apporter des réponses. Si on ne le fait pas, effectivement, tous les États vont peut-être faire le choix de se recroqueviller, et ça sera finalement de facto la fin de l'Union européenne. Petit à petit, ça se fera pas forcément du jour au lendemain, mais petit à petit, on va perdre des choses. On voit bien qu'il y a des partis aujourd'hui, des listes aux élections européennes qui proposent
finalement de commencer ce travail de dislocation en enlevant un petit peu des petites choses de l'Union européenne par-ci par-là. Non, il faut réaffirmer qu'on a besoin d'une Europe forte et s'il y a des problèmes internes à l'Europe, il faut les regarder et les régler. Alors on parlait tout à l'heure de politique intérieure. On a beaucoup effectivement entendu pendant cette campagne, et on l'entend encore, hein, la campagne n'est pas terminée, parler de problèmes franco-français ou d'autres pays parler de leurs propres problèmes. Est-ce que finalement le problème principal c'est que l'Europe c'est quelque chose d'éloigné des citoyens, d'éloigné des gens, des électeurs? On le voit d'ailleurs, il n'y a pas une grande appétence pour les élections européennes. Comment faire revenir les électeurs aux urnes? Comment leur donner envie d'Europe, si j'ose dire? Faut retourner dans la rue, réexpliquer les réunions publiques. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses perfectibles au sein de l'Union européenne, mais il y a aussi des choses perfectibles au sein même de l'État français. C'est-à-dire que sur les circonscriptions, par exemple, on a fait le choix en 2017 de passer à une circonscription qui est hexagonale, avec des listes uniques qui donnent des visibilités finalement qu'à certaines listes, les listes les plus connues, là où avant on avait des circonscriptions qui étaient plus proches des électeurs. Alors c'était déjà encore des grandes circonscriptions. Moi je suis convaincu que si on avait des circonscriptions déjà régionales, l'Europe pourrait parler un petit peu plus aux électeurs, un peu plus proches. Mais ça, c'est un choix qui doit se faire en France. Alors, c'est aussi le côté territorial de l'Europe. On a beaucoup parlé de l'Europe des territoires. Alors, la grande question, là aussi, je vous la pose, j'ai posé à plusieurs intervenants ici. Europe des nations contre ou versus, pour prendre un autre terme, Europe fédérale. Est-ce qu'aujourd'hui, on va inexorablement vers le fédéralisme ? Écoutez, quand j'étais au Parti breton, je défendais une Europe fédérale. Je suis à Horizon et je défends une Europe fédérale. Pour moi, c'est la voie à suivre. Si on défend un peu de démocratie en Europe, on va forcément vers la voie fédérale avec les moyens en fait de répondre aux défis qui vont arriver dans les 10-20 prochaines années, et même pour certains défis qui sont déjà là. Quand on voit la guerre en Ukraine qui est aux portes de l'Union européenne, oui, il faut peut-être penser à comment on va se défendre aussi en Europe. Moi, je suis convaincu, comme le président de la République, comme Édouard Philippe l'a rappelé aussi hier, que pour se défendre, parce que moi, j'ai pas envie de faire la guerre, évidemment, mais pour se défendre, il faut un petit peu montrer les muscles et montrer qu'on est présent sur le terrain et peut-être prendre la voie de la construction d'une armée européenne. Alors ça fait des vagues, c'est un petit peu comme l'Europe fédérale, il y a des inquiétudes, comment les États vont se diluer. Alors la France, pour être un peu chauvin, va se diluer dans cette Europe, est-ce qu'on va perdre notre souveraineté? C'est aussi effectivement la question autour de la défense européenne. Le président s'est exprimé en disant voilà, il faudra peut-être, alors partager, je ne sais pas si c'est le terme adéquat, mais en tout cas, il faudra protéger les Européens, mais pour l'instant, il n'y a que la France qui a la force de dissuasion. Oui, partager, c'est pas forcément le mot. Je pense que c'est protéger. Effectivement, votre deuxième mot, c'est vraiment comment on peut faire bénéficier, peut-être plus que partager, c'est faire bénéficier d'autres voisins, en fait, des populations avec qui on a l'habitude de coopérer. L'Union européenne, c'est bien la coopération économique au départ et pour faire la paix. Aujourd'hui, s'il faut faire de la coopération avec la dissuasion nucléaire, c'est peut-être une nouvelle page de l'Union européenne qui s'ouvre là. Sous quelle forme? Est-ce que ce sera un OTAN bis? Est-ce que ce sera autre chose? Il faut l'imaginer, il faut le créer. Donc je pense que oui, c'est pertinent d'ouvrir la question en tout cas. Avec la guerre effectivement en Ukraine, toujours cette guerre qui dure depuis plus de 2 ans maintenant, et Vladimir Poutine qui montre toujours les dents, qui menace, et puis aussi des changements géopolitiques. On pense aux États-Unis et le retour peut-être de Donald Trump. Là aussi, on en a beaucoup parlé sur cette antenne. Est-ce que l'on doit préparer finalement la guerre pour ne pas la voir? Oui, il faut être prêt, oui. Il faut être prêt et surtout, il ne faut pas être naïf concernant les enjeux géopolitiques. C'est jamais tout blanc, c'est jamais tout noir, la géopolitique, ça dépend des points de vue. En tout cas, il faut aussi regarder à un moment, nous, le point de vue des Européens, comment on fait pour se défendre en essayant d'anticiper les élections qu'il peut y avoir dans tel ou tel gros pays. On pense à la Chine, la Russie, l'Iran, les États-Unis. Il faut vraiment être au fait de toute l'actualité qui se passe dans ces pays-là. Ouais.
Voilà, alors les États-Unis nous feront pas la guerre a priori, mais ne nous protégeront pas en gros. Hein, c'est la ligne de Donald Trump. Alors justement, aujourd'hui, on a ces défis géopolitiques. On a aussi une autre guerre, celle des technologies avec des cyberattaques. On a entendu aussi le président de la République dire voilà, il faut se battre de la même façon contre les attaques venues d'autres pays, attaques cyber hein, évidemment. Il faut aussi se battre contre les fake news, hein, les fausses informations. Elles sont nombreuses, on le voit aujourd'hui, y compris dans cette campagne pour les élections européennes. On a vu quelques partis politiques attaqués finalement par la Chine. On pense à LR et la liste de François-Xavier Bellamy. Est-ce que là aussi c'est quelque chose qui vous interpelle à Horizon? Est-ce que vous vous dites il y a une autre guerre à mener, celle la guerre contre les fausses informations? Oui, et particulièrement moi qui travaille aussi auprès des enfants, je pense que l'intelligence artificielle, c'est vraiment un enjeu d'avenir et il va falloir apprendre à vivre avec. C'est une transformation dans notre société qui va arriver et je pense que le rôle de l'éducation est vraiment important là-dessus, l'éducation aux médias, sur comment on réagit par rapport à une information, l'éducation aux réseaux sociaux, c'est vraiment prendre le temps de gérer une information, la vérifier, avoir du recul, avoir une analyse critique et pas d'être dans la réaction tout de suite. Et quand on voit certains partis politiques qui font aussi le jeu de la réaction un peu dans l'excès, dans une forme de surréaction finalement. Une surréaction, toujours dans l'immédiateté, etc., sans prendre le temps de reculer, de modérer, d'analyser. Moi, je pense que c'est important et il faut vraiment le faire passer aux jeunes générations de plus en plus parce que sinon, effectivement, on voit qu'avec une petite étincelle, on peut mettre la Troisième Guerre mondiale en route si on n'est pas un minimum prévenant. Est-ce que ça pose aussi la question plus large du temps politique? On le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, beaucoup de femmes, d'hommes politiques réagissent, pas forcément en surréaction, mais en tout cas à l'actualité ou à des réactions de tel ou tel autre opposant politique. Est-ce qu'aujourd'hui il faut se redonner le temps de la politique, le temps long finalement? Exactement, je le pense, c'est pas pour rien si je me suis engagé pendant presque une décennie dans un parti pour défendre des projets aussi pour ce parti-là. Aujourd'hui, je passe à Horizon, mais je suis Édouard Philippe qui a la bonne stratégie, à mon avis, en tout cas pour comprendre les sujets, c'est d'aller se promener, c'est d'aller rencontrer les gens, c'est d'aller à la découverte des lieux. Essayer de comprendre tous les petits problèmes qu'il peut y avoir sur le terrain, sur le territoire, toujours pour en tirer un petit peu la matière. Et il prend le temps de voir loin pour faire bien. Voilà, c'est la devise. Donc, je pense que la réponse, vous l'avez. Voilà, tout à fait. Alors, justement, prendre le temps long, c'est aussi le temps de l'élection future. Là, je me projette un peu. Édouard Philippe a un projet pour la France, on l'imagine bien. Est-ce qu'avoir un projet pour la France, c'est d'abord sentir la France, sentir les Français? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la France, c'est pas simple à gérer. Et en même temps, on a l'impression d'une grande cassure, d'une grande défiance des Français vis-à-vis du pouvoir politique, vis-à-vis des médias aussi. Oui, parce que la France, en fait, il y a plusieurs France. Il y a selon les territoires, selon les lieux où on habite, selon les contextes familiaux, selon les quartiers même où on habite. Et si on prend la France que d'un certain point de vue, que via un certain prisme, en fait, on la comprend pas. Et il peut y avoir des décisions qu'on croit être bonnes et qui, des fois, vont à l'encontre des attentes des populations sur le terrain. Et donc, effectivement, il faut aller comprendre. Il faut vraiment découvrir cette France, ces France, les territoires qu'il y a en France. Avec des grands enjeux sociaux pour l'avenir, là on voit la réforme de l'assurance chômage qui ne va pas aller sans vague, on l'aura compris. En tout cas, on a l'impression finalement que les chômeurs de longue durée sont un petit peu la variable d'ajustement, ça passe pas forcément. Et puis il y a une autre loi qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur la fin de vie, loi qui là aussi va sans doute, on l'imagine, assez clivante. Oui, parce que ça, on vient se heurter à des fois des convictions qui sont fortes aussi de certains camps politiques ou de certaines traditions qu'on a en France. Et
On a évidemment, quand on va sur un sujet aussi sensible que la fin de vie, on peut remuer des choses qui prennent un peu aux tripes, ce qu'on a au plus profond de soi. Mais c'est le cas sur d'autres sujets. C'est le cas sur d'autres sujets également. Sur des territoires où des fois on a l'impression que si on ne réagit pas, c'est la fin de ce qui nous fait. Là aussi, on peut avoir des réactions un peu épidermiques parce que si on a l'impression de ne pas avoir été compris, on arrive à des positionnements plus clivants. Donc le sens du débat, c'est vraiment de ne pas aller à la violence, de se comprendre, d'exposer nos convictions chacun de côté et de trouver une sorte de compromis. Je pense que sur la fin de vie, il faudra trouver des compromis pour que ça puisse respecter les convictions de tout le monde, puis sur d'autres terrains également, quoi. Alors il y a aussi un contexte pour ces élections européennes qui est le contexte de la Nouvelle-Calédonie. On reste un peu franco-français, pardon, mais voilà, ça a aussi une influence sur les votes, sur les convictions des électeurs, voilà, sur les territoires. Hein. Vous êtes attaché au territoire. La Nouvelle-Calédonie, est-ce que le président a eu tort de laisser finalement la situation un petit peu en l'état, si j'ose dire? Je pense que au départ, d'un certain point de vue de la métropole, de la métropole, et peut-être même plus de Paris, on a voulu bien faire. On s'est dit, voilà, si on défend la démocratie, il faut que tout le monde puisse voter. Il faut que les personnes présentes sur le territoire de Nouvelle-Calédonie puissent voter. Mais voilà, ça peut être... il y a une petite maladresse politique. Ça peut être une petite maladresse, en tout cas sur la méthode. Là, c'est pas... Enfin, je reviens au sujet d'avant, quand on parle de fin de vie, il y a sans doute aujourd'hui une certaine population kanak qui se sent, entre guillemets, en fin de vie culturelle, ou en tout cas, qui aura l'impression que s'il laisse passer cette réforme-là, ils n'auront plus les moyens de décider de leur avenir. Alors, entre guillemets, décider de leur avenir, parce que est-ce qu'ils l'ont déjà, cette capacité? C'est pas sûr. Mais en tout cas, ils pensent que vraiment, il ne faut pas laisser passer cette réforme. Donc, de la métropole, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? Je pense que c'est un sujet d'abord qui doit se régler là-bas, en Nouvelle-Calédonie, entre les différents partis, trouver une solution, un compromis. Je suis pas sûr, effectivement, que sur la méthode, aller bloquer Internet, aller mettre l'armée dans tous les sens, alors ce soit la bonne solution. En tout cas, je pense qu'il faut repasser par la voie politique, trouver un accord politique. Mais évidemment, plus les jours passent, et plus c'est compliqué. Donc il faut faire assez vite pour trouver des solutions, parce que plus les jours passent et plus il y a des drames. Et chaque nouveau drame aujourd'hui, c'est une nouvelle cicatrice qu'il va y avoir entre les différentes populations qui sont sur le territoire de Nouvelle-Calédonie. Donc il faut vraiment refermer cette page le plus vite possible et trouver une solution qui ne satisfera pas tout le monde, évidemment. Mais c'est le but de la politique, c'est de trouver les moyens aussi pour qu'on puisse vivre ensemble. Voilà, le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est aussi le vivre ensemble en Europe avec l'immigration. C'est un des sujets centraux aujourd'hui dans la campagne électorale pour les élections européennes. On entend beaucoup de voix et beaucoup de voix différentes. Alors là, je parle des voix pour réguler l'immigration ou comment bien accueillir les populations qui viennent sur le territoire européen ou même français. Quelle est la position d'Horizon aujourd'hui sur cette question épineuse de l'immigration? Voilà, le positionnement, il est simple, c'est de faire en sorte d'appliquer ce qui existe déjà. Il y a l'immigration légale, là on peut choisir, on peut choisir le curseur. L'immigration illégale, le problème c'est qu'on ne peut pas choisir grand-chose. Donc on est obligé d'accueillir en fait ceux qui sont déjà sur le territoire, et on voit comment c'est compliqué de pouvoir faire retourner ceux qui sont déjà sur le territoire selon les pays de provenance, etc. Il y a énormément de complications. Donc en fait, la position, c'est de pouvoir agir en amont. Alors d'abord par l'Union européenne, c'est ce qui est défendu lors des élections européennes et avec le pacte asile et migration, de pouvoir enregistrer les personnes qui arrivent sur le territoire européen, et de pouvoir
assurer une certaine solidarité dans l'accueil au niveau des pays européens. Voilà, que tout ne repose pas sur 3-4 pays qui auraient peut-être des conditions d'accueil plus favorables aussi, qui est recherché. Hein. Et puis ensuite, c'est d'aller aussi traiter les enjeux internationaux, les enjeux géopolitiques, pour pouvoir limiter aussi l'envie de partir des populations qui sont en difficulté, peut-être dans leur pays également. Et parfois, sans doute aussi, avec des problèmes qui peuvent être internationaux, qui viennent impacter, des problèmes économiques ou des problèmes d'ingérence aussi dans leur pays, qui font qu'il y a des départs multiples. Donc il faut vraiment comprendre toutes les causes pour limiter, le départ, et puis pour optimiser l'accueil ici. Avec aussi des réfugiés climatiques qui vont arriver dans les années qui viennent, oui. Et ça nous amène ça fait partie des causes, oui. Voilà, à un autre grand, alors si j'ose dire débat, mais en tout cas grande préoccupation, c'est le changement climatique. Il y a une urgence aujourd'hui. Alors on entend beaucoup de propositions. Moi je vais être un peu provocant. Est-ce que l'écologie, l'environnement aujourd'hui, ça doit être de la politique, ou est-ce que ça doit passer à un niveau supérieur ? Pour juste revenir à votre question précédente, il est clair que quand on pense changement climatique, on a tendance à avoir les yeux rivés sur notre environnement à nous. Mais si on le fait, toutes ces mesures qui peuvent être prises, c'est pas que pour nous. C'est pas que pour nous. À la limite, si on voudrait vraiment être égoïste jusqu'à la fin, c'est se dire si on ne pense pas l'adaptation, en tout cas au changement climatique, des populations, si on se dit pas qu'il peut y avoir un impact pour eux aussi dans l'autre hémisphère, par exemple de l'hémisphère de la Terre, on va avoir de plus en plus de populations qui vont se déplacer, effectivement. Parce qu'elles pourront plus vivre là où elles sont. C'est un enjeu mondial en fait là. C'est pas un enjeu de quartier, c'est pas un enjeu de ville ou d'Europe, etc. On peut y répondre à tous ces niveaux-là, et c'est important d'y répondre à tous ces niveaux-là. Mais plus on pourra être sur l'échelon le plus grand pour agir, et mieux ce sera. Par contre, il faut juste faire attention à ça, c'est que si on prend des mauvaises décisions au plus haut échelon, ça peut avoir des conséquences graves. Donc aussi la multiplication des bonnes idées et des bonnes actions, ça a du bon aussi. Voilà, ça a du bon, et puis il faut arriver à les faire essaimer, et puis surtout arriver à faire les États s'entendre, et là c'est de la diplomatie, c'est pas évident, on l'aura compris. Est-ce que l'écologie, ça doit être de la politique ? Oui, ça doit être de la politique, parce qu'il y a différentes formes d'écologie. Aujourd'hui, on a... en fait, la politique, c'est des choix. L'écologie, c'est des choix. Donc l'écologie, c'est de la politique. Sur des sujets simples comme la gestion des déchets, par exemple, incinération ou enfouissement, ou plus de déchets du tout, ça peut être une troisième voie également sur laquelle il faut travailler. Mais on voit bien qu'il peut y avoir plusieurs partis écologistes et qui ne vont pas avoir forcément les mêmes positionnements parce qu'il y a des arguments contraires là-dedans. Donc il ne peut pas y avoir qu'une seule voie écologiste aujourd'hui en France, c'est pas possible. Sur l'énergie, c'est la même chose. Il y a différentes pistes sur la production d'énergie. Si on n'avait qu'un parti écologiste, il n'amènerait qu'une partie des arguments. Je pense que l'écologie, c'est l'affaire de tous. Il faut regarder les avantages, les inconvénients de chaque choix sur chaque sujet, en fait, et essayer de prendre le meilleur. Alors justement, l'énergie aujourd'hui, avec des coûts de l'électricité qui explosent pour les PME ou pour les moyennes entreprises, mais aussi pour les particuliers, avec des pays comme l'Espagne ou le Portugal qui ont fait le choix de ne plus indexer le prix de l'énergie sur les prix du gaz qui flambent. Est-ce que là aussi, il y a une véritable réflexion européenne à avoir ? Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il va falloir se poser la question de l'accès à l'énergie et surtout d'un accès j'allais dire possible, et là je parle de moyens. Oui, c'est important de le penser au niveau européen parce que on voit bien que quand on va chercher à l'extérieur de l'Europe les sources d'énergie, ça peut poser des problèmes de dépendance ou en tout cas problème de dépendance politique aussi. De dépendance politique. On peut l'imaginer pour le gaz russe. Exactement, mais je parlais évidemment de dépendance politique. Et l'idée, c'est vraiment d'être autonome énergétiquement le plus possible. Là encore, par quelle voie voilà, l'Allemagne a un modèle différent de celui de la France.
on ne peut pas imposer de la France aux autres pays européens. Là aussi, il faut de la discussion. Ça serait compliqué. Si on passe par l'Europe pour imposer un modèle énergétique aux autres pays européens, ça ne passerait pas. Donc attention, sur l'Europe, il faut aussi... il ne faut pas que ce soit une Europe qui repousse, où on a l'impression qu'on ne puisse pas décider. Donc il faut y aller par petites étapes. Ouais. Voilà, là encore de la discussion, de la concertation. J'aurais voulu vous entendre, Joannick Martin, il nous reste 3-4 petites minutes, sur la montée. On parlait de la montée des populismes tout à l'heure en Europe. On voit le Rassemblement national ici en France, on lui prête 33% d'intention de vote. C'est très important. Valérie Hayé, qui est un petit peu à la peine avec, talonnée en tout cas par la liste PS, Place Publique de Raphaël Glucksmann. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas le petit élan aujourd'hui? Alors, il faut d'abord se rendre compte que les élections européennes, c'est une élection à la proportionnelle. Donc, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier, etc. Il y a un tour, il faut le dire. Il y a un tour, un jour, c'est ça. Mais ce qui compte, c'est combien de députés européens on va envoyer à l'Union européenne. Enfin, combien de députés pro-européens, en fait. C'est ça la question. Il y a des blocs aujourd'hui qui sont méconnus aussi des électeurs. Il y a des blocs politiques. Et il faut donner le maximum de force aux blocs pro-européens. Et la liste de Valérie Hayé, à mon sens, c'est celui qui a le plus de constance dans les votes. On voit qu'on a Raphaël Glucksmann qui des fois vote à l'inverse de son groupe. C'est pareil pour monsieur François-Xavier Bellamy. Il vote à l'inverse de son groupe. Celui de Valérie Hayé, c'est celui qui a le plus de constance dans les votes, de plus d'uniformité et de constance. Donc voilà, ça peut changer beaucoup de choses au niveau de l'Europe. Avec quand même ce Rassemblement national qui s'il arrive, pourrait envoyer mathématiquement une trentaine de députés au Parlement européen, avec peut-être, si les groupes se font, une possibilité de minorité de blocage. Est-ce que ça changerait beaucoup de choses au niveau de l'Europe, en tout cas dans les décisions? Ah oui, il y a un vrai risque. Après, on voit qu'ils ont coupé les ponts avec leurs alliés de l'AfD en Allemagne, donc évidemment ça va les minimiser aussi, ils vont devoir trouver d'autres alliés, mais il y a quand même un vrai risque à envoyer beaucoup de députés du RN, en tout cas à l'Europe. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le début du détricotage de l'Union européenne. On voit tout ce qu'ils proposent. C'est jamais dire on va sortir de l'Europe, mais finalement c'est on va affaiblir l'Europe à chaque fois. Donc oui, il faut faire un vrai choix. Le vrai choix face au RN aujourd'hui, c'est Valérie Hayé. C'est les plus clairs en fait dans le projet européen qu'il peut y avoir aujourd'hui. Donc là, les jeunes générations comme les anciennes, c'est vraiment aux jeunes générations qu'il faut expliquer, parce que les anciennes générations, pour la plupart, ils savent l'importance de l'Europe. Ils l'ont vécu. Un mot pour les jeunes, allez, vraiment très rapidement, un mot pour les jeunes aujourd'hui qui se sont éloignés des zones, qui militent pour le climat, pour des changements politiques et autres, mais qui ne vont plus aux urnes. Oui, c'est triste, mais là c'est encore... il y a peut-être un double problème, un problème d'éducation. On ne le voit pas assez à l'école, je pense. On ne voit pas assez l'importance des élections à l'école. Il faudrait introduire du civisme à l'école. Oui, il faudrait réexpliquer un petit peu les enjeux des scrutins politiques, je pense, au sein des écoles ou par d'autres voies aussi. Ça peut être d'autres voies, mais en tout cas, il faut trouver les moyens d'expliquer l'importance des scrutins aux jeunes générations. Ça, c'est vraiment important. Et puis, de l'autre côté, il faut aussi se rendre compte que certains politiques ont pu décevoir les jeunes générations. Quand on crée de l'espoir, il faut faire attention à ne pas créer de la déception aussi, parce que la déception, c'est redoutable. Et donc, il faut être clair avec ce qu'on propose et le faire jusqu'au bout. Joannick Martin, délégué municipal du parti Horizon à Saint-Brieuc, était notre invité politique dans ce Bretagne 5 matin du lundi. Vous êtes venu jusqu'à nous pour être en direct, malgré les vicissitudes de la route. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée. Bonne journée à vous. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.